merci d'être présent. Merci à Monsieur Hamelin de nous avoir mis en contact pour organiser cette rencontre. Donc, on est effectivement ici le parcours politique de santé et risques environnementaux du master politique publique. Et donc, on a eu une intervention lundi d'Inès Benarouch, qui, pareil, est venue se présenter son parcours d'avant, son parcours en master et ce qu'elle fait aujourd'hui. Et donc, si je ne sais pas du tout comment est-ce que tu avais vu ça, on est ouvert à toute proposition, mais si ça te va, on te laisse te présenter tout ton parcours, etc. Et puis après, on aura certainement des petites questions à te poser. Voilà. D'accord. Alors peut-être prendre je dire deux petits mots, c'est-à-dire quelles étaient mes motivations à moi, et du coup ça permettra aussi à Naël de se positionner par rapport à ça, même si on en a déjà un petit peu discuté. Donc il y a évidemment un parcours étudiant qui n'est pas forcément similaire au vôtre, parce que comme Inès, c'est le parcours affaires publiques. Mais il se trouve qu'Anaël Lombe a aussi des engagements associatifs, syndicaux importants, dont un engagement associatif qui porte aussi sur un sujet qui vous intéresse, à mon avis, très directement. Donc, je trouvais très intéressant, effectivement, que cette dimension associative soit présentée. Et puis, comme Inès, quelque part, il y a deux stages, enfin il y a deux stages et puis voilà, des rapports d'activité, mais ça il l'expliquera mieux que moi, mais en tout cas il y a deux stages très intéressants, l'un dans une association dans laquelle il joue un rôle, où il a joué un rôle très important, là aussi il reprécisera les choses, et puis le dernier stage, le stage long de master, dans un univers qui est un univers auquel on ne pense pas forcément, mais qui, à mon avis, là aussi, est peut-être une cible intéressante pour les étudiants du parcours politique de santé et risques environnementaux, c'est-à-dire le milieu mutualiste. Et donc, je souhaitais aussi qu'il puisse, dans la présentation de son parcours, revenir aussi sur cette dimension-là qui me semble tout à fait intéressante et dont on parle peut-être pas forcément suffisamment, mais là, c'est vous qui pouvez me le dire. Est-ce que Monsieur Planel, par exemple, présente ce type de structure ou de milieu qui est quand même important pour les questions de santé? Voilà, et donc je remercie évidemment Anaël Lombe d'avoir accepté de jouer le jeu et de pouvoir échanger avec vous. Et là aussi, l'idée évidemment, c'est que il y ait une interaction qui se crée et effectivement des échanges qui se mettent en place. Merci, je ne dis plus rien. Ouais, déjà, merci pour l'invitation. Moi, c'est avec plaisir de venir partager un peu ce qui a été mes expériences et mon parcours. Si ça peut aider d'autres, c'est tant mieux. Parce que j'imagine que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'avais vécu. C'est pas évident de se déterminer tout au long de son parcours académique sur comment on se projette et qu'est-ce qui nous fait envie, pardon. Et pour le coup, mes expériences d'à côté, en parallèle de mes études, m'ont quand même beaucoup aidé là-dessus, aussi à construire les choses, ce qui va me permettre de faire une transition sur peut-être une première partie autour de mon parcours étudiant. Alors, juste pour le retracer très rapidement, moi, je commence à l'UPEC avec une licence de droit, où je ne serais pas allé au bout. Et après, derrière, je me réoriente sur une licence de sciences politiques en AEI, qui me correspondait davantage dans les envies et ce qui pouvait me parler. Et à la suite de cette licence de sciences politiques, j'embraye sur le master de politique publique, parcours affaires publiques, que je viens de finir tout simplement. Juste peut-être pour dire, moi, ce qui m'a notamment motivé, c'était à la fois l'approche pluridisciplinaire, que ce soit en sciences politiques ou en affaires publiques, et notamment le fait que ça me permettait de toucher à la chose publique, qui est quand même un sujet qui, moi, m'a toujours intéressé, de pouvoir aussi analyser et comprendre aussi un peu les dynamiques en termes de politique publique, comment ça s'articule, comment ça se construit, et aussi notamment derrière l'impact sur le quotidien de la population.
Voilà. Donc, une fois dit ça, ça me permet de faire une deuxième transition avec aussi mes différents engagements. Parce que je vous dis ça parce que moi, c'est des choses qui m'ont aussi, qui me parlent parce que j'ai eu, dans le cadre de mes études, j'ai toujours été pas mal engagé. Donc, d'abord, j'ai connu un engagement syndical au sein de l'enseignement supérieur, au sein de l'UNEF. Donc, à la fois que ce soit sur l'université de Créteil, au sein des instances, de diverses instances de l'université pour représenter les étudiants, ou à l'échelon de l'académie avec le Crous. Puis derrière, j'ai été amené à passer à un niveau supérieur en étant au bureau national de l'UNEF, où j'ai continué à prendre des responsabilités, et notamment en devenant le trésorier national pendant 3 ans, ce qui m'a amené à la fois continuer à toucher à la chose publique par tout un tas d'instances, d'acteurs avec lesquels j'ai pu échanger, mais aussi de pouvoir aussi continuer à découvrir un panel assez large de secteurs, d'organisations, de structures, et aussi de continuer à mieux maîtriser aussi tout un tas de pans de notre société qui sont parfois méconnus. Je pense notamment à la mutualité, mais aussi à l'économie sociale et solidaire de manière générale, qui englobe quand même beaucoup d'univers, que ce soit associatif, syndical, mutualiste ou coopératiste. Et en même temps de cela, durant mon engagement, durant mes études, j'ai aussi eu un engagement mutualiste, puisque j'ai été pendant longtemps délégué à l'Assemblée générale de la mutuelle des étudiants, dans laquelle je prendrai aussi au fur et à mesure des responsabilités, notamment en étant au conseil d'administration de LM2E, et ensuite j'en deviendrai secrétaire général. Pour le coup, c'est l'un de mes derniers engagements, celui que j'ai eu à LMDE, et qui notamment va me faire beaucoup réfléchir, parce que je vais pour le coup beaucoup traiter des questions de protection sociale et de santé, notamment dans un contexte pour la mutuelle des étudiants qui aura été très particulier, puisque moi j'aurais été en responsabilité sur une fin de cycle, avec notamment un processus de fusion entre LM2 et sa mutuelle substituante, qui est le groupe Impérial, qui va aussi mettre fin d'une certaine manière à une forme d'organisation mutualiste chez les étudiants, en tout cas comme ça pouvait exister depuis un petit moment, en lien avec un certain nombre de réformes comme la fin du régime étudiant de sécurité sociale. Donc ça m'a permis d'être un acteur privilégié et d'être au cœur de changements, de bouleversements, et d'être dans le cœur de politiques publiques qui évoluent et qui changent de cap, et avec des impacts non négligeables sur la santé des étudiants, et qui reposent tout un tas de questions sur la santé des jeunes, qui a toujours été un sujet trop peu traité ou maltraité, et qui, pour le coup, renvoie à d'autres débats sur la protection sociale et la santé de manière générale dans la société, et sur ces dernières années où il y a eu énormément de réformes, d'évolutions et de débats qui traversent ces questions-là, et qui sont des questions éminemment importantes, parce que ça dit beaucoup de ce qu'est notre société, ça renvoie à notre pacte social conclu d'après-guerre, et ça pose tout un tas de questions, et l'actualité est là pour nous le rappeler, comme on peut le voir avec, par exemple, les débats autour du projet de loi de financement de sécurité sociale, ou sur l'assurance chômage, ou les retraites l'année prochaine. Bref, la protection sociale et la santé, c'est des sujets en fait qui, et le Covid a réactivé aussi beaucoup de ces sujets-là. Ce qui me permet aussi de parler du fait que une fois mon engagement à LM2 terminé, il y a eu une réflexion de moi et d'autres de se poser la question de comment continuer à avoir un engagement quand on est jeune sur les questions de santé et de protection sociale, là où jusqu'à pas longtemps, l'outil qui le permettait, c'était à la fois un régime délégué et en même temps une mutuelle nationale qui offrait un cadre dans lequel des jeunes comme moi ou d'autres avons pu y prendre notre part. Et donc ça, c'est rentré aussi
en concomitance avec la pandémie que nous avons vécue, qui a mis en lumière en vrai des sujets qui étaient déjà préexistants, que ce soit la santé psychique de la population de manière générale, mais particulièrement chez les jeunes, la question du lien social, un certain nombre de difficultés d'accès aux professionnels de santé, la prise en charge, c'est-à-dire est-ce que tout le monde, enfin beaucoup de gens n'ont pas de mutuelle, difficulté à accéder à un médecin traitant, les déserts médicaux, bref, tout un tas de problématiques diverses et variées. Et avec d'autres, on a fait le choix de créer une association qui s'appelle Rêve Jeune. Donc le but de cette association, c'était de pouvoir continuer à avoir un espace dans lequel on puisse parler de santé et de protection sociale. Donc c'est une association qui existe depuis maintenant 2 ans, dont j'ai été secrétaire général, et donc ça a été aussi une autre aventure dans laquelle il a fallu créer quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, ne pas copier ce qui a pu exister dans le passé, mais plus réfléchir à comment construire un outil qui puisse être en adéquation avec les enjeux du moment et qui puisse répondre un peu à un tas de problématiques. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire avec d'autres pendant 2 ans, c'est-à-dire questionner l'engagement quand on est jeune, c'est-à-dire notamment lorsqu'on veut parler de santé et de protection sociale. Ça nous a amené aussi à pouvoir travailler sur la question de la prévention par les pairs, de quelle approche on a en matière de santé. Notamment, nous, on a beaucoup porté une approche qu'on appelle circulaire et réciproque, c'est-à-dire en France, on a une tendance à prendre la santé de manière beaucoup trop cloisonnée, alors que curatif et préventif ne sont pas à opposer, mais vont de pair ensemble. Et notamment, ça nous a permis aussi de creuser la question du bien-être, tant sur un plan physique que mental ou social, qui rejoint aussi la définition de l'OMS sur la santé, qui est un état complet de bien-être. Bref, c'est un peu toutes ces réflexions-là qui nous ont portés. Et derrière, c'est aussi travailler à des réalisations sociales et sanitaires qui nous ont amené à notamment créer des dispositifs, notamment un qui s'est mis en place en Île-de-France, qui est ta permanence santé. En gros, l'idée de ce dispositif, c'est d'abord un appel à bénévolat de professionnels de santé qui souhaitent s'engager et pouvoir venir en aide à des jeunes qui sont dans le besoin. Donc, en l'occurrence, c'est un dispositif aujourd'hui, dedans, vous avez des coachs, vous avez des psychologues, vous avez des sophrologues, tout un tas de professionnels qui travaillent de concert avec des jeunes engagés dans l'association pour notamment mettre à disposition des séances gratuites d'accompagnement, de suivi, pour justement à la fois permettre de faire de la prévention, mais aussi essayer de construire des solutions solidaires qui permettent de tenter de répondre à l'enjeu d'accès à des professionnels de santé, notamment que lorsqu'on est jeune, vous avez quand même plusieurs freins dans l'accès à la santé, que ce soit financier, que ce soit géographique, ou même culturel, ou encore informationnel. Donc voilà un peu ce que j'ai pu travailler, ce que j'ai pu aussi faire sur un plan associatif, et tout ça m'a nourri aussi, et ma volonté, c'était aussi de pouvoir connecter ça avec mes études et voir comment je pouvais aussi me projeter sur un plan professionnel autour de tout ça. Et ça m'a amené pour mon stage de fin d'études à faire mon stage au sein de la Fédération des mutuelles de France, qui est une fédération mutualiste qui regroupe une 50aine de mutuelles de travailleurs, tant des mutuelles qui sont soit dites professionnelles, c'est-à-dire des mutuelles d'entreprise, ou des mutuelles territoriales qui vont couvrir des adhérents sur un territoire donné. Et à l'occasion de ce stage, ça a été l'occasion pour moi de pouvoir faire du lien avec mes engagements personnels, et aussi de pouvoir le traduire dans une perspective professionnelle, puisque j'ai été chargé de mission au sein de cette fédération, et ça m'a amené à pouvoir travailler sur tout un tas de sujets, produire de l'expertise, faire du plaidoyer, aider à la préparation d'événements comme celui du congrès de la mutualité, ce qui va me permettre aussi de parler un peu de la mutualité. C'est un secteur
la mutualité aujourd'hui, ça couvre 38 millions de personnes en France. Vous avez 38 millions de Français qui sont adhérents à une mutuelle parce qu'ils payent une cotisation. Pour rappel, une mutuelle, c'est une idée toute simple, c'est le fait de pouvoir mutualiser par le paiement d'une cotisation le coût et la prise en charge d'un certain nombre de risques sociaux. Donc, en l'occurrence, la mutualité intervient pour l'essentiel sur la santé, notamment en remboursant des frais de santé, mais la mutualité, c'est aussi des réalisations sociales et solidaires, parce que c'est aussi un mouvement qui est traversé par de l'engagement, c'est-à-dire vous avez, quand on est mutualiste, c'est d'abord des gens qui s'engagent sur les questions de protection sociale et de santé. Donc, vous avez les mutuelles, elles gèrent et elles créent des centres de santé, par exemple. Elles vont gérer des pharmacies mutualistes, elles vont gérer des hôpitaux mutualistes, vont avoir un peu d'activité dans de la petite enfance, ou alors sur des EHPAD, ou alors aussi parfois un peu sur du logement. Et donc, la mutualité, c'est un secteur très vaste avec une longue histoire, près de 200 ans, 200 ans d'histoire, et qui, en fait, au quotidien, intervient sur tout un tas de sujets qui nous concernent et qui, notamment, c'est toujours défini comme un acteur complémentaire à la sécurité sociale pour permettre une prise en charge de haut niveau pour la population. Parce que, juste pour rappel, sur l'ensemble des dépenses de santé, les mutuelles portent 20% du coût des dépenses de santé lorsque la sécurité sociale en prend 80%. Donc, c'est un gros acteur. Pour le coup, c'est un mouvement assez important et qui est très divers. Et c'est ce que mon stage m'a permis de découvrir, et aussi notamment, c'est un univers où vous avez aussi besoin de compétences, des gens qui y travaillent, c'est-à-dire autant vous avez des élus, des gens qui vont être des militants, qui vont être délégués dans leurs assemblées générales, parce que la particularité de la mutualité, c'est que les mutuelles ne dégagent des excédents, mais ne font pas de bénéfices, contrairement à des assurances. Et donc, tout ce qui est tout l'argent mutualisé doit être réinjecté auprès de ses membres. Donc, c'est des structures à but non lucratif. Mais l'évolution de la protection sociale et de la santé fait qu'aujourd'hui, vous avez d'un côté des gens qui sont élus et qui vont avoir une action bénévole et qui vont diriger les structures, mais vous avez besoin de compétences, de salariés pour la relation aux adhérents, pour la gestion d'un certain nombre de structures, bref, tout un tas de métiers qui sont utiles et nécessaires. Et donc voilà. Le choix du master, il s'est fait à la fois parce que, en termes de débouchés, je trouvais que le master permettait de déboucher sur une diversité il donnait plusieurs options qui, moi, me paraissaient intéressantes, parce que au début du master, j'étais pas encore totalement arrêté sur la suite. Et après, je trouvais que ce master était une bonne continuité par rapport à la licence que j'avais pu faire, pour essayer de passer d'une licence de sciences politiques, où on peut parfois être dans des choses plutôt théoriques, entre guillemets, plutôt abstraites, à quelque chose un peu plus concret sur une politique publique, comment ça se construit, quels sont les enjeux, les objectifs. Et aussi, fort de mes engagements, j'ai bien vu qu'une politique publique, au-delà de l'intention, au-delà des objectifs qu'on peut se donner, après, derrière, il y a comment on s'en donne les moyens, comment on l'évalue, comment ça se retranscrit sur les territoires et auprès des publics cibles, mais aussi comment interagir avec tout un tas aussi d'acteurs, différentes strates, et aussi c'était aussi par intérêt de pouvoir creuser un peu toutes ces questions-là, et de pouvoir mieux maîtriser aussi toute cette mécanique, parce que de par les engagements que j'avais pu avoir, j'ai pu de près ou de loin voir un peu ce que c'était, mais ça ne remplace jamais aussi l'apport académique, l'apport universitaire, de pouvoir quand même aller au fond des choses. Et après, derrière, les stages m'ont permis
entre guillemets, mettre en pratique sous un prisme un peu différent qui est celui d'être salarié. Donc voilà un peu pourquoi j'ai choisi ce master. Moi aussi, j'aurais une petite question, Anaël. Moi, je me demandais comment vous situez justement les mutuelles dans le système de santé aujourd'hui. Évidemment, on a en tête l'importance des professionnels de la santé. On a en tête aujourd'hui les problématiques sont des problématiques territoriales. Voilà. Comment finalement cet acteur, voilà, où il y a des enjeux financiers importants, où on a peut-être d'autres profils que ceux des professionnels de santé. Quelle place vous lui accordez, vous, euh, dans le système de santé? Alors, je pense tout, voilà, pour des étudiants qui se projettent quelque part aussi sur ces questions pour 10, 20 ans, en fait, peut-être plus. Ouais, alors, c'est une bonne question. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que le monde mutualiste est traversé par, comme beaucoup de secteurs, par un certain nombre de questionnements et d'enjeux. Parce qu'on a une protection sociale qui évolue vite et on a un législateur qui acte depuis un certain nombre d'années, et que ce soit au plan national ou européen, un certain nombre d'évolutions qui amènent aussi les mutuelles à bouger. Je dirais que sur l'instant T, les mutuelles restent encore, sont un acteur clé, un acteur complémentaire du système de santé parce que tout simplement, déjà, elle supporte une partie du poids financier de notre système de manière très concrète. Par exemple, lorsqu'on va à l'hôpital, les mutuelles remboursent en partie les frais de soins, et c'est vrai pour tout un tas d'autres prestations. Mais déjà, il y a ce poids, il y a ce sujet-là. Mais au-delà d'un aspect financier, aujourd'hui, vous avez quand même une puissance publique qui, d'année en année, va vers un désengagement de plus en plus fort sur l'investissement nécessaire sur les questions de santé. Et on le voit bien, le Covid est venu mettre ça en exergue et les tensions continuent. Rien n'est résolu et tout est devant nous. À la fois parce qu'on a un système dans lequel on n'a pas assez investi ces dernières années pour répondre à des enjeux qui sont des enjeux globaux, comme le vieillissement de la population, les enjeux de prévention, des évolutions de mode de vie, bref, des évolutions sociétales auxquelles notre système de santé n'est pas forcément adapté. Et après, donc il y a quand même cet élément-là. Et oui, pardon, je parlais de ça pour dire que face au désengagement de l'État, en fait, vous avez un État qui se désengage et renvoie la balle aux mutuelles en disant moi, État, je n'ai pas d'argent, je suis très endetté et j'ai d'autres objectifs. Je dois contenir la dépense publique, donc je ne mettrai pas un euro de plus. Il renvoie la balle aux mutuelles en leur disant c'est à vous de jouer. Et c'est faire rentrer la protection sociale, notamment quand même dans une logique d'assurance, c'est-à-dire à chacun ses moyens pourra payer sa prestation et d'avoir une protection sociale en fait au cordeau, c'est-à-dire un filet très minimum garanti par l'État, enfin de plus en plus, et derrière, en fonction de la capacité des uns et des autres, à charge de se prendre une mutuelle pour le reste, ce qui pose des vrais questionnements en termes de solidarité nationale, parce que dans le même temps, on a un État qui charge la mule en termes de taxation sur les mutuelles. En fait, les mutuelles sont à la fois positionnées comme une solution pour l'État, et en même temps positionnées aussi comme étant un problème. Les mutuelles seraient assises sur des tas d'or, seraient limite des structures entières qui garderaient de l'argent, ou qui seraient les méchants acteurs qui augmentent les cotisations chaque année. Mais dans le même temps, elles subissent aussi les choix faits par l'État, les évolutions législatives qui imposent toujours plus de choses. Bref, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Je ne sais pas si je réponds à votre question dans ce bout-là, mais en fait, je pense que là, dans la situation dans laquelle on est,
les mutuelles, elles sont vraiment au cœur de notre système et elles ont vocation, d'une certaine manière, à être de plus en plus sollicitées avec un État qui se désengage, mais en même temps, vous avez des vrais sujets de renouvellement au sein des mutuelles qui se posent, c'est-à-dire comment elles parlent aux populations et comment cette forme d'engagement demain continue à être une forme d'engagement qui soit massive, parce que le problème aussi de toutes ces évolutions, c'est que ça a rendu la santé extrêmement technique. C'est de plus en plus, on fait en sorte que la santé soit un secteur de sachants, de gens qui maîtrisent. On le voit bien dans les mutuelles. La part de salariés a grandement évolué. Aujourd'hui, pour faire tourner une mutuelle, c'est ce que je vous disais, il faut des compétences, il faut du RH, il faut des directeurs, il faut des gens qui sont compétents sur les questions assurantielles, parce qu'il y a énormément d'éléments techniques à maîtriser, d'autant plus avec la réglementation européenne voilà, et notamment aussi tout ce mouvement d'assimiler les mutuelles aux assurances ou aux banques, alors que c'est quand même des structures qui ne sont diamétralement différentes et qui n'ont pas les mêmes vocations. Et donc, petit à petit, on a sorti les mutuelles de ce qu'elles étaient, c'est-à-dire des espaces d'engagement à des structures professionnelles de santé. Et pour l'avenir, ça pose et les autres questions qui sont posées à l'avenir, c'est un phénomène de concentration pour les mutuelles qui s'accélère avec toujours plus de fusions pour toujours grossir et dans une logique aussi concurrentielle vis-à-vis des assurances qui aujourd'hui, les assurances comme AXA ou autres représentent 15% du marché sur la question de santé, complémentaire santé. Là où il y a de ça 30 ou 40 ans, vous aviez une quasi-exclusivité des mutuelles sur le champ de la protection sociale. Mais bon, avec la construction européenne, l'ouverture à la concurrence, tout ça a été aussi revu. Donc, compliqué de se déterminer sur l'avenir des mutuelles. Moi, je pense que dans le meilleur des cas, qui serait souhaitable qui arrive, c'est que les mutuelles existeront toujours. Je vois pas pourquoi elles disparaîtraient ou elles seraient mises en difficulté, dans le sens que c'est une forme d'organisation particulière, mais à charge aussi aux mutuelles de peut-être se re-questionner sur leur champ d'activité, sur comment continuer à exercer de la mutualisation comme elles le souhaitent. Et après, sur le champ de la santé et de la protection sociale, on va quand même vers une libéralisation de la question et le fait de renvoyer les citoyens à une individualité avec toutes les difficultés que ça pose en termes de couverture de la population, puisqu'aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, 5 millions de Français n'ont pas de médecin traitant, par exemple. Et vous avez aussi énormément de Français qui n'ont pas de complémentaire santé, faute de moyens financiers. Donc, ça pose plein de sujets lorsqu'on a aussi une sécurité sociale qui est rétrécie, qu'on a nos hôpitaux qui craquent et que on n'a pas assez de médecins. Donc, ça pose un tableau assez compliqué. Alors, si je peux rebondir justement dessus, j'avais lu un article dessus, mais tu vas pouvoir m'éclairer dessus. Justement, tu en as parlé des mutuelles un petit peu classiques avec le fonctionnement élu salarié, et puis tu as les mutuelles d'assurance, celles que les assurances ont. C'est pas le même fonctionnement, c'est ça? Celles que les assurances vont proposer. Si, c'est la même chose. La même chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a un spectre très large d'activités que peuvent avoir des mutuelles. Vous avez des mutuelles de santé, vous avez des mutuelles d'assurance, vous avez même des mutuelles de prévoyance et bref, tout un tas vous pouvez avoir différents types d'activités portées par des mutuelles. Et par contre, lorsqu'on est une mutuelle, on est régi par le code de la mutualité. Et donc, à ce titre, on doit respecter un certain nombre de choses. Donc, le fait d'avoir une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau, que les décisions sont prises en AG, que les excédents doivent être réinvestis pour les membres de la structure, impossibilité de faire des profits, d'avoir des actionnaires, ce genre de choses. C'est juste que effectivement, vous avez des mutuelles qui ne font pas de la santé, mais qui vont faire autre chose. Et là où tu as raison, c'est que les assurances qui souhaitent s'attaquer au marché de la santé, pour beaucoup d'entre elles, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont créé leur propre mutuelle pour
pour rentrer sur le sujet. Les assurances sont renvoyées au code des assurances, les institutions de prévoyance sont envoyées au code de la sécurité sociale et les mutuelles au code de la mutualité. Voilà. Bon, si tout le monde est trop timide, moi je vais continuer à poser des questions, mais il faut que je le fasse trop non plus. Moi, je voulais vous emmener sur la notion de risques environnementaux. Oui. Puisque l'intitulé du parcours, c'est évidemment politique de santé. Donc, on met des choses un petit peu claires dessus. Et puis, effectivement, il y a cette dimension risques environnementaux. Et là, du coup, je voulais avoir votre regard, vous, du fait de votre expérience, du fait de l'association Rêve. Voilà. Qu'est-ce que vous mettez aujourd'hui derrière, concrètement, derrière cette notion de risques environnementaux liés aux problématiques de santé? Oui, bah ça pour le coup, c'est effectivement l'approche de votre master est intéressante parce que l'OMS en ce moment est en train de retravailler la définition qu'elle a de la santé, notamment avec le concept One Health, dit en français santé globalisante si on veut. Et notamment pour intégrer la donne environnementale qui est un sujet qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent au vu de ce que nous vivons sur la planète. Mais en fait, ce que ça dit plusieurs choses. Ça dit que la santé, ça a toujours été conditionné par un certain nombre de déterminants, ce qu'on appelle les déterminants de santé, c'est-à-dire notre catégorie socio-professionnelle, notre âge, notre sexe. Il y a un certain nombre d'items. Malheureusement, on ne naît pas tous égaux face à la vie. Et donc, c'est la question de l'environnement dans lequel on évolue est fondamentale sur la santé qu'on peut avoir et notre potentiel santé et la qualité de la santé qu'on va pouvoir avoir. Pour donner des exemples, le fait de naître sur un territoire géographiquement donné par rapport à un autre peut changer totalement la donne sur la santé qu'on va pouvoir avoir, comme le fait d'être une femme, d'être un homme, c'est pas les mêmes enjeux de santé, l'âge qu'on va pouvoir avoir, le fait que si on est enfant d'enseignant ou enfant d'ouvrier, c'est un certain nombre d'éléments comme ça les conditions socio-économiques jouent beaucoup, et d'autant plus en ce moment avec tous les sujets qui se posent en termes, dans nos sociétés, sur tout un tas de sujets de ce type. Et après, je pense qu'il y a aussi des éléments aussi à intégrer qui sont peut-être un peu nouveaux, c'est l'impact aussi environnemental de notre mode de vie, de nos modes de vie et notre manière d'organiser notre production de biens et services, que ce soit la pollution de l'air, la pollution visuelle, la pollution sonore, l'urbanisation, les écrans à outrance dans nos villes, la pollution aux tickets de caisse, bref, aux perturbateurs endocriniens, et tout ce que ça peut impacter en termes de santé, parce qu'il y a des études là-dessus sur le lien possible de certains déterminants environnementaux avec, par exemple, des maladies comme le cancer. Et vous rajoutez à ça aussi les enjeux climatiques, avec potentiellement de nombreux déplacements de population qui vont avoir lieu parce que des zones ne seront plus habitables. Ça va forcément re-questionner aussi nos politiques de santé publique. Parce que, par exemple, là, avec la guerre en Ukraine, vous avez 100 000 réfugiés qui ont été accueillis en France. Et l'une des particularités, c'est que c'est essentiellement des femmes. Des femmes qui arrivent avec des besoins de santé qui sont pas tout à fait les mêmes que, par exemple, ceux des hommes. Bref, donc les populations migrantes posent aussi des sujets en termes de santé publique, à la fois pour la population qui reçoit, mais aussi pour la population reçue, parce qu'on n'a pas les mêmes cultures, parce que on n'a pas grandi et on ne vivait pas dans les mêmes environnements. Donc, ce qu'il y a d'intéressant avec le prisme environnemental, c'est que ça permet vraiment de prendre la santé dans quelque chose de global et de sortir d'une approche curative. Et notamment, ça remet aussi au cœur de la réflexion la question de la prévention, notamment sur des publics comme les publics jeunes. Prévention, donc derrière, c'est information, question du recours au droit, question aussi de
comment on fait de l'éducation à la santé, comment aussi on va utiliser l'approche par les pairs qui permet une identification, qui permet aussi de passer un certain nombre de messages. Comment aussi on travaille un système qui soit le plus réactif possible à certains temps clés de la vie. C'est tous ces débats-là assez intéressants qui sont re-questionnés. Et derrière, de manière plus macro, c'est aussi, comment je pourrais dire ça, des questions plus globales qui sont posées parce que, par exemple, là, si on prend l'actualité, le fait que la Cour suprême des États-Unis décide de retirer l'IVG comme principe fondamental constitutionnel aux États-Unis, ça a potentiellement un impact concret sur la santé des femmes aux États-Unis, parce que ça donne la possibilité à des États de pouvoir revenir sur ce droit-là. Donc il y a la question de prendre en compte son environnement, on peut aller très loin et ça peut aussi être jusqu'à les décisions que nous prenons collectivement sur notre manière de vivre ensemble, qui ont aussi de manière très concrète des impacts sur notre santé. Et après, le confinement a aussi montré que parler de tout ça, c'est aussi ne pas négliger des sujets comme la socialisation, donc télétravail, le lien social, etc. Enfin, ça ouvre le spectre à beaucoup de sujets. Et ça connecte la santé à la vie d'un individu, tout simplement. En fait, si je pourrais m'exprimer comme ça, en fait. Enfin, ça empêche d'extraire la santé comme un sujet ex nihilo qui vivrait en vase clos indépendamment de tout un tas de paramètres avec lesquels on doit composer. Merci. Mais par ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais là, sur le dernier projet de loi de financement de sécurité sociale, le gouvernement a posé quand même, a affiché une ambition et a posé un certain nombre d'éléments sur les questions de prévention, notamment avec des consultations qui sont rendues obligatoires sur 3 temps clés de la vie. J'ai oublié, je crois que c'est 50 ans, 20 ans et un troisième âge qui m'échappe, mais qui pose tout un tas de questions. C'est aura-t-on le nombre de médecins suffisant pour assurer toutes ces consultations, parce que c'est un vrai sujet. Sur la première année, le gouvernement estime que c'est 15% des personnes concernées qui pourraient y avoir accès, parce que en fait, ça faut toujours le coupler avec nos autres problématiques actuelles, c'est-à-dire qu'on manque de professionnels de santé, notamment de médecins. Donc, quid de est-ce que avoir suffisamment de médecins, et après quel message y est délivré et pour quel objectif, ça c'est pas forcément des choses qui sont encore très claires. Et c'est sûr qu'en France, on a un système qui mériterait à évoluer sur le fait de pouvoir anticiper des possibles pathologies et qu'avant qu'elles ne se développent, comment on travaille à avoir un discours, des modalités qui permettent de les éviter. Mais ça demande aussi des moyens, pour le coup, des moyens, et ça demande aussi de revoir aussi notre manière de structurer notre parcours de soins, qui est quand même très centré sur le médecin généraliste, et que ça pose plein de questions. Donc, si jamais vous n'avez pas vu passer l'information, je vous invite à regarder tout ça, c'est très intéressant. Et les mutuelles font beaucoup de prévention, notamment, c'est jusqu'à 8000 actions de prévention qui sont menées chaque année lorsqu'on prend l'ensemble des mutuelles. Et donc, c'est différentes choses qui sont faites. C'est de la prévention qui est faite au sein des agences des mutuelles. Par exemple, pour le Movember, sur le cancer du côlon pour les hommes, il y a eu les mutuelles ont été pas mal engagées. Sur Octobre Rose, sur le cancer du sein, sur voilà, il y a des thématiques comme ça un peu identifiées sur lesquelles les mutuelles vont intervenir, et après ça va être différents comment dirais-je véhicules, supports qui vont être utilisés. Ça peut être des déambulations, ça va être des déambulations itinérantes, des participations à des forums, festivals ou événements divers variés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais parfois sur des festivals,
un peu musicaux, vous pouvez avoir des présences de mutuelles qui vont faire de la prévention sur différents sujets, la question de l'alcool, les drogues, les addictions, bref, que sais-je. Donc, ça prend des formes assez diverses. Vous avez des mutuelles qui interviennent aussi dans les écoles sur les aspects d'éducation à la sexualité. Ça va être de l'information à leurs adhérents. Ça va être le développement aussi d'outils de prévention. Voilà, ça va être différentes manières de faire, mais qui visent à, sur un territoire, essayer de toucher la population sur un certain nombre de sujets de santé pour prévenir. Donc oui, les mutuelles font beaucoup de prévention et oui, font beaucoup de prévention pour le coup. Pardon, je n'ai pas postulé à une annonce, mais oui, pardon, j'ai fait une candidature spontanée auprès de la structure dans laquelle j'ai fait mon stage, parce que j'avais eu l'occasion de travailler pour mon association. Et donc, le lien avec les politiques publiques, il est que le système de santé tel qu'il est construit aujourd'hui, si vous allez chez le médecin, vous allez payer 25 €. Et sur les 25 €, vous avez 17 € qui vont être pris par la sécurité sociale, qui vont être remboursés. Et pour ce qu'on appelle le ticket modérateur, donc les 7 € restants, ça va être remboursé par votre mutuelle. Je prends cet exemple-là parce qu'en fait, les mutuelles, c'est l'acteur complémentaire en matière de santé. Et donc, ils vont notamment rembourser des frais de santé. Donc, les consultations médicales sont remboursées par les mutuelles. Lorsque vous allez vous acheter des lunettes, il y a une partie qui est prise en charge par les mutuelles. Quand vous allez à l'hôpital, il y a une partie des frais qui sont pris en charge par les mutuelles. Par ailleurs, les mutuelles contribuent aussi au financement de la protection sociale et de la santé en payant des taxes qui vont alimenter, par exemple, des dispositifs comme la C2S, la complémentaire santé solidaire, qui permet à des gens, dans certains critères, d'avoir accès à une complémentaire santé. La C2S a été créée par l'État, c'est un dispositif d'État, donc c'est une politique publique qui a été initiée par l'État, mais dans laquelle les mutuelles sont associées. C'est en ça qu'il y a un lien entre les mutuelles et les politiques publiques de santé. C'est qu'aujourd'hui, les mutuelles, de par leurs activités, sont des acteurs qui sont associés à la construction des politiques publiques de santé, parce que c'est un acteur qui compte sur les questions de santé, puisqu'il rembourse énormément de frais de santé et gère, comme je le disais, énormément de structures de santé. Les mutuelles gèrent des hôpitaux, gèrent des pharmacies, gèrent des sociétés d'ambulance, vont gérer ce genre de choses et donc vont contribuer aussi et créer des centres de santé et gèrent des centres de santé. Et tout ça, ça s'inscrit dans une politique publique de santé publique à laquelle elle participe. Non, on m'a pas demandé d'être forcément bon en anglais pour répondre à la troisième question. Alors, juste précision, quand j'étais secrétaire général de LM2, c'était pas un métier, c'était un engagement, c'était une fonction. Et par contre, mon stage au Mutuelle de France, ce qu'on m'a demandé de faire, c'est notamment essentiellement de produire des notes. J'ai travaillé sur les soins psychologiques, par exemple, à destination des adhérents des mutuelles de ma fédération, en termes de services de santé et mutualistes. Donc, comment intégrer des soins psychologiques au sein des centres de santé. J'ai travaillé sur la question des conventionnements. Voilà. Et puis, j'ai travaillé aussi sur le congrès de la mutualité française, auquel a participé ma fédération. Et donc, j'ai participé à l'organisation de débats, la gestion d'invités, ce genre de choses. Mais en gros, mon stage, ça a consisté à produire de l'expertise, donc travail de notes à destination de ma fédération, production d'argumentaires, de plaidoyer, tout simplement, pour ma fédération sur tout un tas de sujets.
Il y a ce qu'on appelle l'UNOCAM, qui est l'Union nationale des acteurs de complément. UNOCAM. Union nationale des organismes d'assurance maladie. Donc, ça chapeaute les assurances, les mutuelles et les institutions de prévoyance, qui sont les trois organismes qui remboursent des frais de santé. D'accord. Et donc, l'UNOCAM, l'UNOCAM, qui représente tout ce monde-là, participe aux discussions, participe aux négociations. Et les mutuelles aussi, à travers la mutualité française, sont représentées au sein de l'assurance maladie et participent aux discussions et aux négociations parce que vous avez deux financeurs aujourd'hui du système de santé. Vous avez la Sécu et derrière, vous avez les organismes de complémentaire santé. C'est eux qui financent le système. Donc, je sais pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont le dernier mot forcément à la fin, mais vous avez trois financeurs. Vous avez la sécurité sociale, vous avez les organismes de complémentaire santé et vous avez l'État à travers l'impôt. La Sécu avec les cotisations sociales et les organismes d'assurance maladie avec les cotisations d'adhésion que vous faites aux structures auxquelles on peut adhérer. Et donc oui, elles sont partie prenante aux négociations. Et par exemple, dans la fédération dans laquelle je travaille, la secrétaire générale de notre fédération est membre du conseil d'administration de l'assurance maladie et suit ces discussions-là. Nous, on va être amenés aussi à analyser la prochaine convention médicale qui doit être signée. Donc oui, les mutuelles prennent toute leur part à ce type de discussion-là. L'assurance maladie, c'est vraiment un espace politique dans lequel vous aurez des élus. Mais après, vous avez aussi, par exemple, les espaces de représentation au sein de l'UNOCAM, où ça va être parfois où vous avez des salariés qui représentent la fédération avec un mandat venant des élus. Donc, vous avez des espaces dans lesquels les salariés soit accompagnent les élus, soit peuvent être amenés à représenter la fédération. Ça dépend un peu des espaces. Elle gère des structures, notamment elle gère des centres de santé. Et dans les centres de santé, vous avez des professionnels de santé qui y sont, et notamment ils sont salariés. Donc ils travaillent pour les dites mutuelles qui les emploient. Donc oui, vous avez des professionnels de santé qui travaillent pour des mutuelles, qui sont salariés de mutuelles. J'ai envie de dire, vous êtes des étudiants en master et vous êtes destinés quand même à être sur des métiers où, en tout cas, c'est vrai en mutualité, mais c'est vrai, je pense, de manière générale, vous avez a priori vocation à prétendre à des métiers de type cadre. Donc oui, vous allez devoir, ça va être sur des métiers où à la fois on va vous demander quand même une certaine aisance orale parce que aujourd'hui, il y a quand même beaucoup dans le travail, il y a un aspect de dynamique collective, d'équipe, réunion, de présentation durant des réunions, des exposés d'un certain nombre de choses. Et en même temps une dimension écrite, de maîtrise écrite pour rédiger de l'argumentation, de l'analyse, de l'expertise. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez faire après, mais moi, je pense que après vos stages aussi, vous amèneront à voir, mais je pense que aujourd'hui, sur le monde du travail, lorsqu'on est Bac+5, vocation à être cadre, il faut pouvoir maîtriser les deux et allier les deux. Par exemple, je suis sur un format vidéo avec vous, mais dans mon quotidien, ça m'arrive à avoir différentes réunions où je suis amené à prendre la parole, à m'exprimer, à donner mon avis, faire des visios, parfois même faire des points sur des notes que j'ai travaillées et les présenter. Et en même temps, mon travail me demande d'écrire pas mal de choses. Le projet de loi sur l'assurance chômage, j'ai été amené à l'analyser. Donc, j'ai dû produire une note, produire une argumentation, un déroulé logique qui explique les objectifs de la réforme, qu'est-ce que j'en pense,
comment ma fédération doit se positionner dessus. Donc voilà, mon quotidien est un peu fait de ça aujourd'hui, pour donner un exemple. Et juste une autre question. Et si aujourd'hui vous avez un autre choix de carrière par rapport au master, en fait, qu'est-ce que vous aurez dû faire? Tu veux dire si j'aurais pas signé là où je suis? Oui, oui. Il y a un truc qui est un peu intéressant par rapport au master. Oui. Oui. Pour vous dire un peu sur la fin de master, moi j'avais regardé un peu les offres d'emploi qui pourraient m'intéresser. Moi, il y en avait une qui avait attiré mon attention, c'était celle de chargé de mission sur les questions de santé publique, par exemple, dans une collectivité territoriale. Donc, de manière générale, il y aurait eu le fait de travailler pour des collectivités territoriales sur les questions de santé. Après, peut-être pour des mutuelles ou mutuelles ou collectivités, je dirais. Bah écoutez, j'espère que le master se passera pour le mieux pour vous. Je vous souhaite de vraiment avoir des expériences de stage qui soient les plus enrichissantes possibles et que ça vous aide à la fois y voir plus clair et construire aussi votre parcours professionnel, parce que moi, en tout cas, c'était pas simple de me positionner jusqu'à très tard, de savoir exactement ce que je voulais faire. Et pour le coup, les expériences en entreprise et tout, le stage, ça a vraiment aidé à être dans quelque chose de concret et aussi de voir un peu comment moi je m'y sentais, est-ce que ça me parlait, est-ce que j'aimais ce que je faisais ou pas. Donc, je vous souhaite aussi la même chose sur cet aspect-là. Et puis après, sinon, que ça va aller pour vous, quoi. Enfin, et que vous arriverez à vous insérer derrière sans trop de difficultés. Et voilà. Et écoute, merci pour ces précieux conseils et pour le temps ce matin. C'était De rien. intéressant. On a découvert, je pense, pour tous un domaine qui sont la mutualité, les mutuelles. Et donc voilà. En tout cas, merci beaucoup pour ça et d'avoir répondu à toutes nos questions. Pas de souci, c'était avec plaisir. Et puis bon courage pour les examens.